Quels sont les facteurs qui permettent à un territoire de devenir créatif? Arlette et moi avons essayé de répondre à cette question dans un article publié par la revue Futurible de septembre à octobre dernier, numéro spécial consacré aux utopies urbaines. Nous ne sommes pas allés chercher la réponse à cette question dans la Silicon Valley, en Californie ou à Boston, mais nous sommes allés à Venise. La Venise du Quattrocento, de la fin du XVe siècle, du début du XVIe siècle, l'époque où Venise est devenue la capitale mondiale de l'édition. Alors pourquoi Venise a réussi cette révolution, a réussi à faire circuler le livre dans le monde entier, alors que c'est Gutenberg, en Allemagne, qui a inventé la typographie moderne? Eh bien, parce que l'innovation n'est pas l'invention, et parce que les conditions pour que cette invention devienne innovation et diffuse n'étaient pas réunies en Allemagne, elles étaient réunies dans la République vénitienne grâce à 4 conditions. Venise était accueillante pour les étrangers. Venise était la ville la plus cosmopolite du monde à l'époque. Pourquoi? Parce qu'elle était tolérante. Et c'est cette tolérance qui a permis à Venise d'attirer les typographes allemands qui avaient fui les désordres en Allemagne, qui a permis d'attirer les érudits byzantins chassés par la prise de Constantinople, qui a permis d'attirer plein d'intellectuels, de créatifs, de peintres, de techniciens, et qui a construit une masse critique nécessaire pour l'explosion de l'innovation. Alors, terre accueillante, parce que tolérante, et c'est le début de 3 records qu'avait la République de Venise. Le territoire vénitien était celui où il y avait en Europe et peut-être dans le monde à l'époque le plus de liberté d'expression. On acceptait que l'on soit affilié à n'importe quelle religion, y compris que l'on soit agnostique. Et deuxièmement, Venise était l'état du monde où la classe intellectuelle la classe dirigeante avait le plus haut niveau de culture. La République vénitienne avait non seulement maintenu et développé l'université de Padoue, mais créé 2 écoles de sorte de Sciences Po pour que les futurs dirigeants de Venise puissent connaître la pensée d'Aristote, des grands philosophes, non pas devenir suffisants et formatés, mais au contraire développer leur esprit critique et apprendre naturellement aussi les mathématiques et la comptabilité nécessaires pour une république de commerçants, qui était la plateforme mondiale des échanges de l'époque. Et 4e point, qui n'est pas le moins important, Venise avait le record de la non-corruption, le niveau le plus bas de corruption dans les États de l'époque. Un bon auteur rappelle que Mazarin et Richelieu étaient de grands hommes, mais n'hésitaient pas à plonger dans la caisse pour remplir leur poche, la caisse de l'État naturellement. Eh bien, à Venise, on n'avait pas hésité à couper la tête d'un doge qui avait confondu ses intérêts et ceux de la République. On ne laissait pas en place à la tête d'une direction le même dignitaire plus de 2 ans pour qu'il ne soit pas tenté par ses intérêts, par les sollicitations de ses intérêts personnels. Venise était un État très peu corrompu. C'est tout à fait exemplaire. Et ces 4 conditions ont attiré notamment un homme remarquable, Aldo Manuzio, qui est mort il y a exactement 5 siècles. Aldo Manuzio n'était pas vénitien, il était romain. Il n'était pas entrepreneur, il n'était pas imprimeur, il était professeur de latin et de grec. Mais c'était un ami notamment de Pic de la Mirandole et d'autres humanistes. Pic de la Mirandole avait écrit une étude sur la dignité de l'homme, proclamant que chacun a le droit au libre arbitre, que chacun se fait lui-même.
Et c'était tellement révolutionnaire qu'il est mort à 33 ans, très probablement empoisonné. Et il n'était pas bon de plaider pour le libre arbitre à l'époque, et encore aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile dans la plupart des territoires de ce monde. Alors, Aldo Manuzio s'est dit qu'il devait changer de métier pour sauver l'humanité. Il s'est dit qu'il fallait, à une époque où il y avait plein de massacres, de guerres civiles, de guerres religieuses et d'ignominies, qu'il fallait diffuser davantage de livres. Et pour que ces livres soient diffusés, il fallait qu'ils soient imprimés et non pas recopiés à la main. Alors, il est devenu éditeur et d'abord imprimeur. Et il a inventé l'édition moderne. Pourquoi ? Parce qu'il a changé de métier, non pas pour faire plus d'argent, mais pour non pas vendre des livres, mais pour que ces livres soient lus, pour que les idées circulent. Et donc, il s'est attaché à créer des livres faciles à lire, agréables à lire. Il a même inventé le livre, sinon de poche, du moins transportable. Jusque-là, on lisait debout devant une table où on mettait un livre de plusieurs kilos et on ne bougeait plus. Et il a inventé le livre in octavo, facile à transporter en voyage. Ce n'était pas encore tout à fait le livre de poche. Et ce n'était pas Wikipédia qu'on emmène grâce à l'informatique mobile, mais c'était le livre mobile, la bibliothèque mobile. C'était une rupture énorme. Et il a utilisé la typographie, les paragraphes, inventé le point-virgule, le caractère italique, plein de choses pour rendre la lecture plus agréable, puisqu'il voulait absolument faire circuler les idées. Il a réussi. Il a imprimé plusieurs centaines d'auteurs en grec, en latin, en italien. Il a participé à la fondation de la langue italienne ainsi. Voilà, il a réussi son pari grâce à son œuvre qu'il a épuisée. Il est mort épuisé, mort de fatigue. Il a réussi à construire le livre moderne et il a lancé la révolution des idées, la révolution philosophique, la révolution scientifique, industrielle et des droits de l'homme qui a forgé notre monde. Sans le livre, il n'y aurait pas eu tout ça. Alors, il y a une démonstration vénitienne, 4 conditions qui permettent à un territoire de devenir la capitale mondiale d'une industrie. Il y a la contre-démonstration. Vers 1550-1560, l'Inquisition a mis la main sur l'Italie et a réussi à obliger la République vénitienne, contre sa volonté, à appliquer ses interdits. La liberté d'expression s'est arrêtée à Venise comme dans beaucoup de territoires. C'est l'époque du procès de Galilée qui a cassé la science italienne. Et Venise n'est plus devenue la capitale de l'édition mondiale. C'est Amsterdam qui est devenu le pôle de l'édition moderne parce qu'aux Pays-Bas, pays protestants, il n'y avait pas d'inquisition. Alors voilà une démonstration qui vaut pour nous. Est-ce que nous voulons développer notre continent? Est-ce que nous voulons que nos territoires se développent grâce à la créativité, grâce à l'innovation? Pour cela, il faut que nous résistions aux sirènes qui nous disent qu'il faut être xénophobe, que tout ça est la faute des étrangers, que les étrangers c'est des ennemis, etc., alors qu'il faut les considérer comme des ressources et comme des alliés. Il faut résister aux sirènes qui nous disent que la liberté c'est très bien, la démocratie c'est très bien, mais pour la défendre, il faut réduire la liberté et la démocratie pour assurer notre sécurité. Ce qu'on pensait déjà à la veille de l'écroulement de l'Empire soviétique où de bons esprits disaient qu'il fallait renoncer à un peu de démocratie pour être plus fort face aux soviétiques. C'était complètement stupide et myope. Eh bien, aujourd'hui, il y a la même tentation. Est-ce que nous sommes capables aussi de lutter contre la corruption qui monte dans tous nos États, y compris en Europe, y compris en France? Si nous avons le courage de défendre nos valeurs, alors nous pouvons faire de l'Europe le continent
d'un nouveau développement, d'une nouvelle renaissance. Et cette nouvelle renaissance est possible, elle dépend de nous, elle est à portée de volonté. Est-ce que nous avons le courage d'appliquer nos valeurs, les valeurs de l'Europe de Voltaire, de Goethe, de Léonard de Vinci, de Beethoven, et non pas l'Europe de Mussolini, d'Hitler, et autres Staline et autres petits esprits pétainistes? Notre avenir dépend de nous, c'est une chance extraordinaire.